Benessayag à la Sorbonne ici. On est tous contents de t'avoir avec nous. On t'a rencontré du coup à l'UHESS il y a maintenant un peu plus de 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, sur un séminaire sur la question de l'accélération. Et alors lorsqu'on t'a entendu dire mais si vous êtes payé autant les amis, mais grattez-vous au travail, grattez-vous, tirez le temps, prenez-le. Et alors là on s'est dit ah bah dis donc Yigal Benessayag, ça serait chouette qu'on l'invite ici avec nous pour qu'il vienne un peu nous parler dans ce contexte de mobilisation contre la loi El Khomri. Donc voilà, on a réussi à avoir cet espace de discussion ici, à la Sorbonne, donc on est tous contents d'avoir ça. Et pour ce qui s'agit du format, on avait plutôt, du coup, en discutant avec toi, opté sur un format plutôt de discussion, plutôt qu'une conférence vraiment didactique, avec monsieur l'intervenant qui a en face de lui les étudiants qui ouvrent bien grand leurs oreilles. Non, là, on est tous ici surtout autour pour de... expliquer qu'il faut se gratter au travail, ça vaut pas la peine de faire une conférence. Ça vaut pas la peine non plus, ouais. Du coup, on sera plutôt autour de cette table et on vous invite tous, bien entendu, à prendre la parole quand bon vous semble. N'hésitez pas, parce qu'il y ait quelque chose, on est peu nombreux, donc on peut faire ça, je pense, à ce qu'il y ait quelque chose qui soit beaucoup plus de l'ordre de la discussion qu'un simple dialogue entre intervenants Bien sûr. Et celui qui invite. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as un mot à dire, ou alors si tu veux que je... Non, écoute, je ne vais pas commencer tout de suite avec il faut se gratter au travail. C'est peut-être... non, mais un peu plus sur le rail. Après. Ok. Donc moi, je t'ai découvert en premier lieu avec le bouquin que tu as écrit, Le mythe de l'individu. Et dans le contexte actuel, je le trouve très très intéressant parce qu'il explique, et tu pourras nous en dire un peu plus, je pense, à ce sujet, comment avec l'époque moderne, on commence à changer progressivement de paradigme en fait, du sujet, de la manière dont le sujet se conçoit, pour tendre vers un individu qui se définirait comme individu absolu, entité libre, cloisonnée, autodéterminée, libre si, et si uniquement autodéterminée, et donc coupée, détachée de ses liens, de ses attaches, de ses origines. Et dans le contexte actuel, on le voit, on a... alors, tu différencies bien le fait qu'avant on était dans une société de promesses qui nous promettaient un au-delà et tout ça. Et là, on commence à avoir actuellement des grosses menaces qui ne cessent de nous appeler à une recontextualisation dans une situation plus globale. Que ce soit des menaces écologiques ou alors sociales, liées au travail, à l'économie ou même à l'affectif. Du coup, dans le contexte actuel, qui est quand même un contexte de... on est tous ensemble là, mobilisés contre la loi El Khomri, on a décidé de s'engager donc contre cette loi-là. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a quand même une grande partie des gens qui sont autour de nous qui n'ont pas fait ce choix-là, si même il y a choix. Moi je parlerais plutôt de nécessité, d'assumer... en ayant assumé cette situation-là, on ne peut qu'avoir la nécessité de s'engager, mais donc tu pourras peut-être approfondir un peu plus là-dessus. Mais on le remarque aussi, les gens autour de nous, beaucoup de gens autour de nous, ont encore la tête bien baissée dans leur petite impuissance personnelle, individuelle, parce que si on pouvait... je pense que tes théories sur l'individu sont très utiles justement pour expliquer peut-être cette crise de l'engagement et de la pensée de l'individu comme non pas dans sa liberté individuelle et illusoire et absolue, mais plutôt comme appartenant à une situation qui, elle, est globale et aujourd'hui nous appelle justement à l'engagement et à la mobilisation. Bon. Alors oui, moi je veux bien effectivement
ça me semblait intéressant qu'on fasse ça comme une rencontre, on discute un peu entre nous. Au fait, moi, mon travail, qui est un travail en tant que chercheur et en tant que quelqu'un qui... je suis convaincu qu'il n'y a pas de distance entre recherche et engagement, n'est-ce pas? Pour une raison très simple, c'est-à-dire que penser, chercher ou créer artistiquement, non? Veut dire créer et penser, c'est que dans l'époque, c'est manifeste comme un défi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est presque impossible de vraiment être un artiste, ça ne veut pas dire faire des petits trucs artistiques, non, je veux dire un artiste qui vraiment se laisse happer par son époque, n'est-ce pas, que tout à coup il est traversé par son époque. Il est impossible d'être un artiste, un chercheur. Je travaille aussi en tant que clinicien, non, psy. Il est impossible d'être un éducateur, un artiste, un chercheur, sans avoir un engagement. C'est impossible parce que c'est l'époque qui vous appelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas nous qui décidons qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Ce sont les frontières toujours, ce qui pose problème, ce qui met en danger la vie, ce qui met en danger la culture, n'est-ce pas? Ce sont ces choses-là que certaines personnes sont comme il y a une sorte de casting, non, de l'époque. Certaines personnes, par des raisons X, qu'on ne peut pas toutes dénombrer, et que la psychologie commet toujours une idiotie quand elle essaie de chercher les causes psychologiques de pourquoi quelqu'un s'engage, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, certaines personnes vont se laisser traverser, appeler, n'est-ce pas, par différents points frontières de l'époque. Donc, à vrai dire, si on est un chercheur, si on est un artiste, si on est un enseignant, si on est même un citoyen lambda dans différentes activités, effectivement, la question, ce n'est pas est-ce que je m'engage ou je ne m'engage pas, la question c'est comment je suis engagé, n'est-ce pas? Comment je suis engagé avec le monde, hein? Quel est mon rapport avec le monde? Parce qu'il y a quelque chose qui est une illusion un tout petit peu historiquement construite, qui est celle de qui aurait, vous savez, la petite histoire et la grande histoire, n'est-ce pas? Alors, il y a certaines personnes qui s'occupent de la grande histoire, et d'autres qui vivent des petites histoires personnelles. La vérité, c'est que ce que nous pouvons constater, c'est que chacun de nous, et pour reprendre cette image que Deleuze prend à son tour de Leibniz, non? Vous êtes tous étudiants de philo, non? Non? Vous êtes... Oh, il n'y a personne étudiant de philo? D'accord. Alors, peu importe. L'image, c'est l'image du pli, n'est-ce pas, qui va dire... chacun de nous est un pli de l'époque, n'est-ce pas? Un pli, hein? Un pli plus ou moins grand, plus ou moins petit, n'est-ce pas? C'est par rapport à cette idée qu'on dit les individus, ce sont des îles dans la mer, vous voyez, cette idée de que l'individu est isolé. Mais Deleuze, il va dire, peut-être l'individu est une île dans la mer, mais les îles, ce sont des plis de la mer. Vous comprenez? Au fait, ce qu'on prend comme des figures d'une singularité extrême, isolée, quand on se pose la question, mais comment communiquer? À vrai dire, la communication, elle est toujours déjà là, parce que nous sommes tous des plis d'époque, des plis d'histoire, des plis de matière, bien entendu, n'est-ce pas? Alors, effectivement, bon, mon boulot, c'est ça. Mon boulot, en tant que chercheur, je travaille des sujets qui ont à voir avec, disons, bon, pour dire exactement, mon axe de recherche, c'est épistémologie et biologie. Mais qu'est-ce que je travaille là? Je travaille les grands changements qui existent aujourd'hui de par l'hybridation des mondes digital avec les vivants, etc. Et tout ça, ça touche, d'une façon ou d'une autre, pour moi plutôt directement, la possibilité d'agir dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus lointain.
Alors, je ne vais pas trop bordéliser la chose en expliquant sur quoi je travaille, après on peut revenir, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est, à moi, j'ai une double formation, n'est-ce pas? Médecine, biologie, psychiatrie, psychanalyse et philosophie. Bon, à moi, ça m'étonne beaucoup, et j'ai travaillé alors énormément là-dessus, pour essayer de comprendre comment est possible que cette pli, non, de l'individu puisse avoir un rapport avec le monde, avec son époque, avec la société, avec les autres, un rapport qui est un rapport d'éloignement, non, et dans lequel tout ce qui est immédiat, hein, tout ce qui vraiment est concret pour moi, est toujours très très loin du monde. Hein. Alors j'essayais de comprendre un tout petit peu ça, j'essayais de comprendre, entre autres, j'essayais de comprendre un tout petit peu quels sont les mécanismes qui font que pour des millions et des millions de nos contemporains, les problèmes qui menacent la vie, les problèmes du monde, les problèmes de l'époque, tout ça, semblent être quelque chose de très très important, mais tout à fait lointain par rapport à ce qui est concret, qui est ce quotidien, comme ça, non? Qui est un quotidien qui en permanence forme, réforme notre vie comme une vie dans une cage, non? La cage de l'individu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'immédiat ne me laisse jamais m'occuper de ce qui vraiment arrive. À tel point que même on est arrivé à une société dans laquelle l'effet de t'occuper d'écologie, des migrants, je sais rien, de l'injustice sociale, je sais pas, t'occuper de ces trucs-là, c'est une option. Oh, c'est intéressant, c'est une option. Et alors, on se dit pourquoi il veut être député, c'est-à-dire comme si, voilà, c'est une option. Voilà. Elle n'est même pas très bien vue, n'est-ce pas, cette option, parce qu'en général, les gens qui s'occupent des sociétés, ils font une carrière, hein, et la société devient leur propre affaire, n'est-ce pas? Et donc, voilà, moi je travaille là-dessus, je travaille en essayant de comprendre ça, mais alors là, quand je dis je travaille, vraiment je travaille là-dessus, parce que je travaille en neurophysiologie de la perception, n'est-ce pas? Je travaille le cerveau, non? Et pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes-là, qui ne sont pas pour moi pathologiques, n'est-ce pas, ni tout à fait subjectifs, comment fonctionnent les mécanismes à travers lesquels on va modeler l'être humain dans un rapport d'impuissance totale envers son monde. C'est compréhensible comme ça? Ouais. Alors, au fait, bon voilà, c'est-à-dire, pour un peu introduire les choses, non? Bon, il y a un point très, très important, c'est-à-dire, il y a 2 ou 3 points historiques qu'il faut comprendre. Que les gens ne s'engagent pas, n'est-ce pas, en voyant les désastres totaux du monde, n'est-ce pas, que les gens ne considèrent pas qu'il y ait aujourd'hui des camps dans lesquels on met des migrants, n'est-ce pas, après avoir été foutu la merde dans leur pays, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'en plus, il y a autant la migration nord-africaine est issue de la colonisation, de l'impérialisme français en Afrique, n'est-ce pas, autant donc il y a un lien là direct, autant maintenant ces migrants, ces exilés qui essayent de fuir, de sauver leur vie, sont les fruits directs des jeux fous de la géopolitique européenne, américaine dans la région. Bon. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne s'engagent pas? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui sait, par exemple, que dans 20 ans, l'eau sera un produit rare, n'est-ce pas, qu'il y aura des régions du monde absolument inondées, que le réchauffement de la planète, que les pesticides, bon, enfin, tous ces désastres politiques plus classiques, style les guerres, etc., comme les désastres écologiques, qui est une menace terrible. Alors, la question est comment ça se fait? Comment ça se fait que les gens ne réagissent pas? Oui. Parce que tout se passe comme s'il y avait une sorte de synapse interrompue. Vous voyez? Pourquoi synapse interrompue? C'est une image, non? C'est-à-dire que si moi je touche une plaque chaude
boum, je retire la main, n'est-ce pas? Et alors, si je ne retire pas la main, dans des cas effectivement de pathologies neurologiques graves, c'est parce que je n'ai pas, ça arrive, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a des patients qui ont eu des atteintes neurologiques qui font qu'ils ne sentent pas la douleur. Alors tu dois lui dire, attention, tu es en train de faire un steak, n'est-ce pas? Parce que le mec, il laisse la main sur la plaque. Bon, nous sommes tous, d'une façon incroyable, comme ces malades graves avec des atteintes neurologiques qui laissent la main là. Et quand il vient quelqu'un dire « Coco, on est en train de pourrir la planète », c'est-à-dire, oui, mais c'est tous les axes, vous voyez, c'est-à-dire c'est tous les axes. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime pas trop les bandes dessinées, mais je connaissais une dans laquelle il y a un prophète de l'Apocalypse. Vous connaissez un prophète de l'Apocalypse qui dit « Ah, le monde va... » Quand on parle du monde aujourd'hui, vraiment, on se sent comme le vieux prophète de l'Apocalypse qui dit « Ah, le monde va... » Pourquoi? Parce que parlons de la démocratie. Vous imaginez la démocratie? Les Grecs qui sont votés l'extrême gauche de l'extrême gauche, ça vous fait plaisir, bon, c'est bien, c'est gentil, mais maintenant, c'est le Fonds monétaire international, c'est l'Europe, la Banque européenne qui décide. N'est-ce pas? Les Autrichiens, ils ont voté l'extrême droite. Ah, c'est mignon, vous êtes nazi encore, ouais, c'est bien. Mais c'est la Banque mondiale qui décide. Maintenant, avec les accords TAF-TAF, les accords là, les mecs, ils décident absolument, vous voyez, dans des sphères absolument supranationales, supradémocratiques, absolument non représentatives et secrètes, décident de notre vie. Ça, d'un point de vue politique. Alors, les mecs, encore, ça serait une bonne nouvelle qu'il y ait des mecs, non? Les machines qui font des milliards de calculs par seconde, non? Et qui, on appelle ça, d'une façon optimiste, aide à la décision, qui décide tout, n'est-ce pas? Et par big data, n'est-ce pas? Oriente une macroéconomie qui vide de sa substance la démocratie. D'un côté, il y a ça. D'autre côté, effectivement, il y a tout ce qu'on sait par rapport aux problèmes écologiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire les maladies émergentes, réémergentes, les perturbateurs endocriniens, n'est-ce pas? Les développements des cancers, tout ça s'imite parce qu'effectivement, il y a quelque chose de non viable, de tout bêtement non viable, dans les modes de vie que nous avons. Vous imaginez, jusqu'il y a, mettons, 30 ans, quelqu'un qui voulait respirer, aller à la campagne. Aujourd'hui, quand les paysans veulent ne pas être intoxiqués, viennent à Paris. C'est-à-dire parce que c'est un désastre. Bon, alors, quand on voit ce type de choses, effectivement, on se dit, bon, effectivement, on a la main sur la plaque. On a la main sur la plaque, et la synapse, elle est interrompue. On pense même que quelqu'un qui fait trop chier avec ça, il est un peu barjot, qu'est-ce qu'il me raconte, n'est-ce pas? Et vraiment, d'un point de vue plus ou moins objectif, quoi, hein, c'est vrai que le futur est chargé de menaces. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est les grands changements de paradigme, n'est-ce pas, qui s'est opéré en très peu de temps, très peu de temps, hein, ça s'est opéré en 40 ans, les changements de paradigme, et même pas, n'est-ce pas, qui fait qu'on était une humanité qui structurait toutes ses activités au nom d'un futur promesse. Hein? Demain, quand moi j'ai commencé à faire médecine, effectivement, si quelqu'un m'avait dit en 2016, tout le monde signait qu'en 2016, les cancers allaient être un mauvais souvenir du passé, par exemple. Vous voyez? Politiquement, aux années 70, l'année révolutionnaire, on disait 2016, on disait, bah, ça sera la démocratie socialiste. Il y avait un truc qui n'était pas que politique, il y avait cette idée de qu'effectivement, c'est l'idée du progrès, de la modernité, n'est-ce pas, c'est la fameuse phrase de Kepler, non, l'astronome, qui dit Dieu connaît tous les théorèmes depuis toute l'éternité, l'homme ne connaît pas tous encore. Vous comprenez, ne connaît pas tous encore. Mais aussitôt on va les connaître, on aura les clés de la fameuse mathésis universelle et on pourra tout modifier. Vous comprenez? Donc c'est toute une époque qui dure 6 siècles, grosso modo, non, la Renaissance, etc. Toute une époque qui, par colonialisme et impérialisme, prend tout le monde, n'est-ce pas?
une époque dans laquelle toute pratique humaine était basée sur la promesse. Et on est passé en 30-40 années de la promesse à la menace. La seule chose qui nous reste à espérer, c'est que la menace soit aussi pas vraie que la promesse, n'est-ce pas? Mais bon, il y a quand même des éléments qui sont très inquiétants, qui sont les éléments, par exemple, aux années 70, tout le monde avait très peur, crevait de peur, de la guerre atomique. Alors il disait, si quelque chose merde, on aura la guerre atomique. Aujourd'hui, on dit, si quelque chose ne merde pas, on va crever comme des rats. C'est-à-dire que si tout continue dans ce sens-là, vous voyez, parce que vous comprenez qu'il suffit que chaque Chinois ait une mobilette pour que ce soit fini, quoi. C'est la fin des haricots, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, si la croissance continue, si le ministre de l'écologie, c'est quand même pas mal, le Ségolène Royal se félicite qu'on a vendu plus de bagnoles, vous voyez, si les choses vont bien, c'est fini. Et donc on est passé d'un truc dans lequel, merde, pourvu qu'il n'y ait pas un problème, parce que sinon ça va péter, à pourvu qu'il y ait un problème, parce que sinon tout va péter, vous voyez. C'est-à-dire que, bon, et dans cette situation-là, effectivement, tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'engagement. Alors je vais citer deux trucs simplement, parce que sinon ça va ressembler finalement à une conférence. Non, je vais dire deux éléments, après c'est souhaitable de discuter. Un élément, c'est que les gens ne sont pas tous tarés. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a une grande majorité de tarés, mais pas tous. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que quand même, que les gens ne s'engagent pas, c'est quand même plutôt, il y a un côté sain là-dedans. Parce que quand même, on sort d'un siècle d'engagement, vous voyez. Et alors donc, il n'y a que Badiou, vous voyez, pour continuer à être aussi enthousiaste par rapport à Pol Pot, Staline, ce sont des détails, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous savez, il a fait une discussion avec Gaucher, Marcel Gaucher, un philosophe français, et dans la discussion, Gaucher lui dit, mais Alain, vous avez appuyé Pol Pot, 2 millions de morts, vous avez appuyé Staline, 20 millions de morts. Et Badiou, agacé, lui dit, écoutez, on ne fait pas de la philosophie et de la politique en comptant les morts. Alors, lui qui est un philosophe guerrier et moi que je suis un commandant pacifiste, je lui dis merde, non, bien entendu, non. C'est-à-dire, c'est heureusement que les gens se méfient de l'engagement. Vous comprenez? Heureusement que les gens ne sont pas prêts à partir comme en 14, vous voyez, c'est-à-dire la fleur au fusil, et de dire, oui, c'est quoi, c'est Mélenchon, c'est Chochon, c'est Chouchou, c'est le facteur, je ne sais pas comment ça s'appelait. Ouais. Heureusement que les gens disent, attendez, vous comprenez? Donc, dans les désengagements, il faut voir quand même une réaction hyper dangereuse, parce qu'effectivement, tout va comme la merde, il va falloir quand même que quelqu'un s'en occupe. Mais quand même, il ne faut pas être ni un vieux, ni un jeune aigri, vous voyez. C'est-à-dire que, comme dirait l'autre, il ne faut pas haïr la vie, quoi. N'est-ce pas? Et il faut partir d'une base un peu matérialiste, humble, plate, de dire, il doit avoir une partie de vérité là-dedans, dans les engagements, vous voyez, il doit avoir quelque chose qui n'est pas que ce sont tous des cons, vous voyez. Je pense qu'il faut quand même accepter ça, vous voyez, accepter qu'il y a un savoir populaire diffus, vous voyez, qui se manifeste de différentes façons, et qui n'est pas né de n'importe où, vous voyez, ne vient pas comme ça, parachuté, comme ça, par les masses médias, ou je ne sais pas quoi. Il y a quand même quelque chose qui est tout à fait sain, qui est le fait de dire, vous imaginez, c'est-à-dire, ils ont fait la révolution en Union soviétique, 20 millions de morts, une horreur totale, vraiment, la Chine, une horreur, Pol Pot, parlons pas, vous voyez. Donc, on dit, il y a un côté sain dans cette méfiance. Bon, mais maintenant, il va quand même falloir s'engager quand même. Vous comprenez? C'est-à-dire, à la fois, il va falloir s'engager. Bon. Moi, je pense que ça, c'est un gros défi. Le gros défi, c'est comment nous pouvons, effectivement, petit à petit, construire, développer des formes et des figures de l'engagement, qui soient des formes et des figures de l'engagement sans promesse.
voyez, sans promesse, sans gourou, sans leader, voyez. Il y a un principe bouddhiste, non, comme ça, que justement hier une femme me faisait référence, qui est très drôle parce qu'il dit, si les maîtres se mettent dans la voie, non, coupe-lui la tête. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, les problèmes sont tellement graves que toute personne qui pense qu'il suffit de s'engager derrière un maître, un gourou, un parti, n'est-ce pas? Et ça y est, il ne fait pas le boulot. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est dans une époque dans laquelle s'engager par excellence doit capitaliser, non pas les erreurs, parce que Staline, Pol Pot, Mao, ce n'est pas des erreurs, c'est des horreurs, vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut capitaliser les horreurs, quand même. Parce que nous, on s'engageait pour la liberté. Malheureusement, la plupart de nous, pardon, s'engageaient pour la liberté en suivant des voies qui sont des voies qui parlent à l'être humain, vous voyez, c'est-à-dire, nous sommes faits comme ça, quoi. Il faut apprendre à se méfier, n'est-ce pas? Nous sommes faits comme ça, c'est-à-dire que le pouvoir, être calife à la place des califes, vous voyez. Bon. Alors donc, comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui, c'est le gros défi, faire le boulot, parce que l'engagement est absolument vital, c'est-à-dire, si il n'y a pas, dans les prochaines années, si nous ne voyons pas à niveau mondial comme ça, non, dans les prochaines années, émerger de nouvelles formes d'engagement, de nouvelles figures d'imaginaire social, voyez, si nous ne voyons pas ça, la vérité, objectivement, c'est que c'est très très grave, quoi. Ça sera très très grave. Cet engagement a plusieurs défis, je peux nommer quelques défis, mais cet engagement doit être un engagement forcément qui doit faire, vous voyez, comme une sorte de justice historique, que tous ceux qui sont morts, non, ne soient pas morts pour rien, qu'on ne répète pas les mêmes horreurs de l'engagement qui est appelé à Badiou, vous voyez. C'est-à-dire que vraiment, on soit capable d'imaginer, de développer des formes d'engagement qui ne croient pas qu'il y a une bonne barbarie pour s'opposer à la mauvaise barbarie. Vous comprenez? Il n'y a pas de bonne barbarie. Et bonne barbarie et mauvaise barbarie, ça n'a rien à voir avec la violence. Hein. C'est-à-dire, bien entendu, qu'il y a des voies violentes qui sont nécessaires à certains moments de la contestation. C'est pas ça la barbarie, parce que personne ne doit penser que les étaux qui servent le monde, n'est-ce pas, vont céder parce qu'on est gentil et on demande pardon pour passer ou qu'on s'arrête au feu rouge. Effectivement, tôt ou tard, il y a des affrontements violents. Ce qu'il ne faut pas, et vraiment il faut éviter, c'est le simplisme de croire qu'il y a une bonne barbarie. Vous voyez? C'est compréhensible ce que je veux dire par là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une bonne barbarie. Et accepter cette multiplicité conflictuelle comme, non pas une garantie, mais comme une nécessité de l'engagement. Une multiplicité conflictuelle, c'est-à-dire celui avec lequel je ne suis pas d'accord est absolument nécessaire. Celui avec lequel je ne suis absolument pas d'accord, il est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voie, il n'y a pas un gourou. Effectivement, si les maîtres se mettent dans la voie, c'est la voie, le Tao, non, c'est-à-dire c'est la voie vers. Si les maîtres se mettent dans la voie, bah, tu les coupes la tête au maître. Hein? On peut commencer par tous ceux de ma génération qui vont pour la photo à la République, par exemple, qui vont pour être à la photo et se sentir les nouveaux leaders des mouvements, vous voyez. C'est-à-dire que l'objectif ici, ce n'est pas les maîtres, l'objectif ici, ce n'est pas les dirigeants, l'objectif ici, ce n'est pas les partis, l'objectif ici, c'est une myriade de groupes qui, pratiquement, dans des pratiques différentes, dans des milieux sociaux différents, etc., voient comment on peut participer à la production de quoi? Bah, d'un nouveau imaginaire, d'un imaginaire alternatif. L'autre point que je vais dire comme ça, bon, c'est ce qui à moi me semble fondamental, hein, pas que moi, mais bon, c'est que effectivement l'individualisme qui faisait croire qu'on était des îles isolées, n'est-ce pas,
commence historiquement avec quelque chose de très beau, que bon, l'histoire, juste ici à Sorbonne, n'est-ce pas, Abélard, Héloïse, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'individualisme, etc., non, qui est quand même tout un mouvement dans lequel on va contester les vieilles autorités. Bon. L'individualisme connaît donc un moment qu'après l'accélération, c'est la Renaissance en Italie, non, n'est-ce pas, et qui va donner une grande puissance à l'humanité, une grande puissance à la pensée, qui va produire aussi de mauvaises choses, je sais pas quoi, mais il y a une fin des cycles, n'est-ce pas? Il y a une fin des cycles. Et ces fins des cycles, parce que l'individualisme d'Abélard, l'individualisme des nominalistes et l'individualisme de la Renaissance dit l'individu est un carrefour du monde. Vous voyez, chaque individu possède l'univers. Et à la fin de ce cycle, on trouve chaque individu, il est coupé de l'univers. Donc, voilà. Mais le changement qu'il y a aujourd'hui, qui vraiment est un changement très très important à comprendre, à étudier, et ce qu'on pourrait nommer, pour aller vite, si c'est compréhensible, ça va, comme ça, pas besoin de prendre beaucoup de temps, qui est la transformation de l'individu, de la modernité, de l'individu occidental, en profil. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si nous pouvons identifier trois niveaux, non? Un niveau est chacun de nous comme une personne humaine. La personne, c'est ce qui existe dans n'importe quelle tribu chez moi, en Inde, n'est-ce pas? Une personne, c'est-à-dire qu'une personne est quelqu'un qui peut expérimenter l'effet de que je n'ai pas de liens, je suis un ensemble de liens, n'est-ce pas? Donc l'individu, c'est ça. L'individu est chacun de nous qui est une singularité, mais qui expérimente et sait qu'il n'y a pas de liens. Il est un nœud des liens. Ça, c'est la personne. L'individu est cette construction dans laquelle il y a une déterritorialisation, un déracinement, un vidage, n'est-ce pas, de la personne vers quelqu'un qui va se vivre, pour aller vite, comme s'il était le personnage principal d'un film, il y a des personnages secondaires, le monde sont des figurants, et l'écosystème est le décor. Vous voyez, donc voilà. Alors l'individu, il se dit, merde, mais comment est-ce que je pourrais me communiquer avec l'autre? Non, parce qu'il ignore qu'il n'est qu'un nœud de lien. Vous voyez? Alors déjà, Héraclite, il disait, les endormis se baladent en pensant qu'ils sont auteurs de leurs pensées. Vous voyez? Les endormis se baladent en pensant... Alors, l'individu, c'est ça. L'individu, c'est quelqu'un qui se croit très singulier parce qu'il répète, comme un perroquet, ce que tout le monde dit. Vous voyez? Et il est convaincu qu'il est, lui, le maître, l'auteur de ses pensées et ses sentiments. Alors, c'est vrai que c'est lamentable parce qu'il va dire exactement à l'heure fixe ce qu'il doit dire. Là-dessus, il est quand même plus performant qu'un perroquet. Et qui plus est, il aura... voilà, c'est Spinoza. Hein, c'est-à-dire, quand il dit « On se sent libre du seul fait qu'on ignore nos chaînes. » On se sent libre, on se croit libre du seul fait qu'on ignore. Ça, c'est l'individu. Mais l'individu correspond à une société dans laquelle, quand même, à la territorialisation tribale, communautaire, je ne sais pas quoi, va le suivre une territorialisation par classe. Vous voyez? Par classe. C'est-à-dire qu'il se sent lié. C'est déjà un lien moins tenu, vous voyez, parce que c'est un lien de classe. Non? Mais il y a un lien. Et il se sent quand même membre de l'histoire, etc. Le troisième niveau de vidage, non? Personne, individu, troisième niveau de vidage, mais qui est un vidage définitif, c'est chacun de nous construit comme un profil, qui est l'homme de l'époque digitale. Hein? C'est l'être humain de l'époque digitale. C'est-à-dire, c'est l'homme et la femme panoptiques, n'est-ce pas, qui se prétend sans aucune antériorité, qui se prétend pure transparence, n'est-ce pas, qui en permanence est dans une connexion évaluative, auto-évaluative permanente, n'est-ce pas. Voilà. Alors, pour cet homme-là, pour l'homme modulaire
non? L'homme profil est un homme modulaire à la fois, non? C'est l'homme constructiviste, hein, qui n'a pas une essence, non? Il n'a aucune essence, il n'a que des modules qu'on les met, on les change, n'est-ce pas? À cet homme-là est l'homme, effectivement, pour lequel il faut de nouveaux codes de travail, parce que, effectivement, qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Cet homme-là est une table rase, sans aucune antériorité, sans affinité élective, sans faille, sans singularité, est une table rase auquel on lui colle des compétences, hein, dans la pédagogie, ça s'appelle la pédagogie des compétences. Hein, et on lui colle des compétences, c'est-à-dire qu'on l'apprend à faire quelque chose. Quand tout à coup la macroéconomie dit non, on le désapprend de faire ça, il apprend autre chose. Alors ce sont des modules, c'est l'homme modulaire. Alors, cet homme modulaire correspond exactement à la description de l'esclave d'Aristote. Aristote il dit l'homme libre, il est enraciné, il a une singularité, il a... L'esclave est celui qu'on peut utiliser corvée à merci. C'est-à-dire qu'on peut les délocaliser, vous voyez, les délocaliser, on l'utilise pour ceux dont nous avons besoin. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'esclave est celui qui n'a pas le droit, n'a pas la possibilité, n'a pas le loisir de déployer sa puissance, de déployer ses affinités. Bon, l'homme de la loi machin, comment s'appelle la ministre? Voilà. Non, parce que c'est prête à des blagues stupides, son nom de famille. Et alors donc, effectivement, cette code de travail est un code qui est un code, effectivement, seulement les gens réactionnaires tournés vers le passé, obscurantistes, on nie ça, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose qui va vers l'avant, qui est en accord avec notre époque. C'est-à-dire c'est une époque dans laquelle on doit apprendre à être des esclaves, tel comme Aristote l'a décrit. C'est-à-dire, on doit oublier, écraser toute affinité élective. On doit oublier toute temporalité, justement, dans ce connu, toute temporalité, tout cycle, toute fragilité singulière, pour être une plaque, une table rase, qui apprend ce qu'il doit apprendre par rapport aux exigences de la macroéconomie, se déplace par rapport aux exigences, il est heureux par rapport au canon des bonheurs du profil, c'est-à-dire que nous apprenons par les likes ou non-likes, n'est-ce pas, que là on était heureux, hein, parce que s'il y a, je sais pas, 300 personnes qui sont likées ce que tu as bouffé, alors là, vraiment là tu sais que ce que tu as bouffé c'est bon. Attends, que tu as bouffé quelque chose de tellement con, tellement réactionnaire, tellement opposé au changement, comme ils nous disent, n'est-ce pas, que ton problème c'est si ton œuf au plat était bon ou pas, là tu te récomptes, parce que s'il y a 300 qui te disent que c'était mauvais, le plus probable c'est que tu ne bouffes plus de ce plat. Vous comprenez? Parce qu'il y a un truc dans lequel... Bon, voilà. Alors, l'engagement là-dedans, ça ne peut être que des expériences concrètes dans lesquelles on essaye de renouer avec ce monde réel, dont tout nous éloigne. Et la question que nous, en tant que chercheurs, on se pose, si vous voulez, je vous invite aussi au séminaire que j'ai fait là-dessus, voilà, etc. Qui est le bouquin là que je sors, je vous invite aussi à la sortie de ce bouquin. La question qu'on se pose en tant que chercheur, c'est la digitalisation du monde est inévitable. L'hybridation donc du vivant et la culture avec le digital est inévitable. C'est-à-dire que tout jeune de moins de 20 ans est déjà absolument hybridé. Bon. Alors l'hybridation est inévitable. En revanche, ce qui est aujourd'hui une question, un combat, une lutte, est quelle voie prendra l'hybridation? Est-ce que l'hybridation va faire que le vivant et la culture se disloquent absolument
au service de la macroéconomie, ou est-ce qu'il y aura une hybridation inévitable, mais qui sera organique et qui pourra protéger la vie et la culture en créant de nouvelles formes de vie et de nouvelles formes de culture à la fois, voyez. Mais toute position qui dit oh, c'est dommage, l'homme d'hier, l'homme de l'humanisme, c'est regarder le futur avec un rétroviseur. C'est-à-dire, la question, c'est ça. La question est comment l'hybridation aura lieu. Et alors, effectivement, nous, on travaille en essayant de voir comment des gens, dans des pratiques concrètes, pervertissent les machines digitales pour que la machine soit au service d'un projet et non pas que nous, comme ça se passe maintenant, on soit au service du projet de la machine, qui est le projet de la macroéconomie. Bon, prenez ça pas comme une conférence de mathématiques et on allait dialoguer. Non, mais je voulais dire un peu pourquoi est-ce que j'étais là, quoi, pourquoi vous m'avez invité, voilà, qu'est-ce que j'avais fait. C'était un peu long, Mais on a le temps de discuter. Moi, je voulais vous demander comment réactiver la synapse. Si, je pense que c'est ça exactement, l'image c'est ça, comment réactiver la synapse. Je pense que pour réactiver la synapse, il faut développer des pratiques qui ne soient pas des pratiques ascétiques ou de privation, tu vois. Je ne sais pas si tu connais un peu les copains, sont mes amis, non, mais de la décroissance. Bon. Moi, je les aime bien, je suis très copain avec Serge et tout ça, mais eux sont des donneurs de leçons, tu vois. Ils disent, je peux me priver, je peux me priver, je peux me priver. Moi, je pense que se priver est un luxe des riches. Tu vois? Alors, réactiver la synapse par des pratiques concrètes dans lesquelles des gens, dans des activités, peuvent désirer autre chose que ce que les mondes virtuels, tu vois, etc., panoptiques t'offrent. Alors, ça signifie, si tu veux, qu'on est dans une époque dans laquelle il faut, dans chaque situation, dans chaque lieu, chercher où est le point de réel qui est écrasé, qui est nié. C'est plus ou moins compréhensible. Nous, par exemple, je ne sais pas, en Argentine, tu vois, c'est-à-dire dans des pratiques, je sais pas, il y a de tout, je participe à tellement de pratiques différentes, tu vois, que je veux dire, dans le nord-ouest, par exemple, ils arrivent, ils disent la minerie à ciel ouvert, etc., tu vois, détruit tout l'écosystème. Bon, là, il s'agit, avec les Indiens qui habitent la région, parce que c'est surtout des Indiens, tu vois, de comprendre où on a coupé. Où on a coupé avec des cycles, où est-ce qu'on a coupé avec ce qui protégeait la vie, tu vois, bon. Dans l'école, bon, pour donner un exemple, parce que du coup je me dis, mais ça c'est trop loin. Bon, l'école ici, par exemple, non? En France, en Italie c'est pire encore, mais en France ça arrive. La tendance générale de l'école est la pédagogie des compétences. Alors, la pédagogie des compétences signifie que, effectivement, tu donnes des compétences positives au monde et tu enlèves des compétences négatives. Non? Au nom d'un utilitarisme, et le monde il doit écraser toute affinité élective. Bon. Là, par exemple, dans l'éducation, dans la pédagogie. Mais dans la pédagogie, c'est très simple. Si tu veux, il faut quand même créer des expériences pédagogiques dans lesquelles tu laisses le temps au temps de qu'émerge, tu vois, chez les jeunes, chez l'enfant, émerge quelque chose de son affinité élective. Tu vois? C'est toujours ce qui est en commun, non? Les pratiques de renouer avec un réel ou réparer la synapse, non? C'est, il faut décrocher du temps de la machine, tu vois? L'urgence, l'accélération du temps, la mesure, l'évaluation, tu vois, c'est le temps de la machine. Alors, il faut développer des expériences dans lesquelles on retrouve les processus propres à chaque expérience, à chaque situation.
sais pas si c'est un peu trop général ce que je te dis. C'est un peu une orientation, c'est compréhensible, un peu. Moi je pense par exemple, pour te donner des exemples, je sais pas comme ça, non? J'ai travaillé pendant très longtemps en pédopsychiatrie, mais pas en tant que chercheur, tu vois, tout bêtement pour gagner les raviolis, non? Alors, il arrive des parents paniqués, mais paniqués, tu vois, c'est-à-dire, c'est là où on parlait de ces grattés, tu vois, c'est-à-dire, on vit dans une société qui est terroriste contre les jeunes, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous n'avez pas le temps, mais qu'est-ce que vous apprenez des conneries, vous devez apprendre des trucs utiles, vous voyez, c'est-à-dire, on se trouve avec des gens qui, au collège, ils pensent déjà à la retraite, n'est-ce pas? Moi, je voyais là des parents qui venaient avec des tout petits mioches de 6 ans et les disaient, si tu ne fais pas tes devoirs, tu seras chômeur, vous voyez? Donc, c'est leur... Et c'est pas parce qu'ils soient des méchants, c'est parce qu'ils sont paniqués. Ils sont paniqués, n'est-ce pas? Donc, le premier pas est, il faut avoir le courage de ne pas paniquer, quoi. Il ne faut pas paniquer, parce que tout est paniquant. On sent qu'on perd du temps, on sent que si on n'est pas connecté, on perd des connexions, on s'isole. Il y a une sorte de machine à nous affoler, non? Dans laquelle le bon sens est oublié. C'est-à-dire que s'il y a un point commun dans tout ce qui se passe, c'est que tu dois t'oublier toi. Tu as oublié tes temporalités, tu as oublié tes affinités électives, tu as oublié tes faiblesses, tes fragilités, n'est-ce pas? Alors, voilà, dans l'éducation, par exemple, il y a cette horreur comme ça, n'est-ce pas? Cette horreur qui dit, dans notre société en crise, il faut être réaliste. Donc quoi? Donc, on écrase comme ça nos enfants et on écrase nos jeunes à la fac en créant des carrières de plus en plus liées à la réalité. Vous voyez? On écrase la vie, quoi. On écrase la vie. On dit aux jeunes, vous n'avez pas le temps d'être jeune. Vous voyez? Et la résistance à ça, ça ne peut être que dans des groupes dans lesquels petit à petit on essaie de comprendre les contextes, dans lesquels on essaie d'imaginer comment on peut faire autrement, n'est-ce pas? Comment on peut faire autrement. Comment ce n'est pas vrai que si tu décroches de cette folie utilitariste, tu crèves, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, bon, je ne sais pas, c'est un peu dur parce qu'il y a de plus en plus, vous connaissez tous et toutes, des jeunes de votre âge, et même un peu plus, qui sont dans une sorte d'errance, n'est-ce pas? Parce que cette société est une société trop dure. Trop dure. Alors, si par hasard, de la vie et de la famille dans laquelle tu es né, tu peux accrocher à la folie, tu deviens un loup. Si tu ne peux pas accrocher à la folie, mais tu as un peu pour bouffer, tu deviens cette énorme masse de jeunes qui ne foutent rien. Qui sont tout à fait là, ils ne foutent rien, je ne vois pas. Et une énorme majorité de jeunes qui sont vraiment dans la merde. Tu vois. Et ça a à voir avec un monde dans lequel on est tous convaincus qu'on n'a pas le temps. Tu vois. Qu'on doit faire des choses utiles, qu'on doit... Vous comprenez? Alors, réparer la synapse, ça signifie, pour réparer la synapse, il faut déjà au moins le couper un peu la chic, quoi, à cette croyance, comme ça, cette croyance que vraiment, si on décroche, on est perdu. Alors ça, on ne peut pas le faire tout seul. Ça, c'est une expérience qui doit être des groupes, qui doit être, vous voyez, parce que tout seul, le problème, c'est que tout seul, on décroche et on reste tout seul dans sa chambre de bonne, dans un studio, ça dépend du niveau des parents. Mal. Vous avez dit que vous êtes chercheur en tout ce qui est neurosciences. Est-ce que ça vous donne des réponses à ce genre de questions, concrètement? Moi, je suis un chercheur en neurophysiologie et épistémologie, c'est non? Parce que les neurosciences, c'est un tout petit peu un truc un peu à la mode, n'est-ce pas, qui est... c'est vrai qu'on a compris des choses du cerveau, et alors
c'est pas des choses très importantes, très particulières, tu vois, parce que tout à coup, ce qui se passe avec les neurosciences et la tendance actuelle est que ce qu'on a compris du cerveau, qui est énorme, ce qu'on a compris du cerveau, tu vois, que ce soit la chimie du cerveau, etc. Ce qu'on a compris permet, en principe, de disloquer l'unité du cerveau en des circuits que tu peux coloniser. Non? Alors, la bagarre aujourd'hui, et vraiment, je vous invite, venez, parce qu'on fait une réunion de présentation de bouquins, mais ce n'est pas avec des petits fours, c'est avec des chercheurs dans lesquels on va discuter de ça, c'est les vendredis 13 mai à la Maison de l'Amérique latine. Vraiment, je vous invite. Alors, ma recherche, c'est le travail est d'essayer de voir si est-ce que cette dislocation de circuits cérébraux qui fait que, par exemple, tu identifies, pour dire comme ça, la voie des sentiments amoureux, même on parle, si tu veux, le cerveau et la morale, tu vois, c'est-à-dire quels sont les circuits cérébraux que tu peux de morale, quoi. Est-ce que c'est vrai que l'homme, donc, est une pure illusion et que nous sommes que des circuits que tu peux disloquer et réaccommoder d'une autre façon, tel le projet scientifique majoritaire aujourd'hui, technoscientifique, qui est le transhumanisme, qui est de dire on va augmenter l'homme, on va augmenter le cerveau, ou bien est-ce que l'intégration cérébrale et l'intégration organique ne tolère pas cette dislocation. Alors pour donner un exemple comme ça, bon, de toute façon c'est trop confus. Comme moi, vous avez vu ce film Hair, le film de le mec qui tombe amoureux de son robot. Ouais. Et effectivement, moi, je connais, parce que tu peux le voir, quels sont les circuits qui s'activent quand tu as un sentiment amoureux. Mais il y a un problème fondamental qui est un problème épocal, un problème culturel énorme. C'est-à-dire, une fois que les gars ils ont trouvé les circuits qui s'activent pour les sentiments amoureux, ils disent, voilà ce qui est les sentiments amoureux. Tu vois? Et on est dans une société dans laquelle tout ça, c'est, vous voyez, c'est-à-dire c'est la recherche bottom-up, non? C'est-à-dire constructiviste. Et le problème, c'est qu'on est dans une société dans laquelle on n'arrive pas à dire, dans des termes scientifiques, quelle est la différence entre être amoureux et les circuits neurophysiologiques de l'amour, tu vois. Donc oui, moi je trouve, pour te répondre directement, effectivement, mon travail est un travail, je m'inscris clairement parmi les chercheurs qui parlent d'intégration organique et cérébrale, tu vois, et que donc, tout en trouvant très intéressant tous les avancées qui sont énormes, non, on continue à penser que la dispersion actuelle est très dangereuse. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand des mecs comme Laurent Alexandre, je ne sais pas si vous avez entendu parler, celui qui a écrit La mort de la mort, il veut trouver dans les gènes qu'est-ce qu'il faut modifier pour que l'homme devienne immortel. Tu vois? Nous, nous travaillons sur des principes de régulation. Nous nous disons, attention, la technoscience, elle est absolument contaminée par l'idéologie néolibérale, postmoderne, n'est-ce pas? Et comme par hasard, les chercheurs, ils cherchent à déréguler. Vous voyez? C'est quand même étonnant, c'est-à-dire quelle étrange coïncidence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils veulent déréguler. Et alors, effectivement, nous travaillons sur, tout en acceptant que l'hybridation, elle est déjà là. Tu vois, tout mon boulot, c'est de montrer comment on est hybridé par la promiscuité, ne serait-ce qu'avec les machines digitales. Tu vois, j'étudiais les changements physiologiques et anatomiques du cerveau dus à voilà, cette utilisation des appareils digitaux.
Mais la question c'est, bon, ça c'est irréversible, mais comment là-dedans, des principes d'intégration organique sont possibles pour dire à la fois, pour s'opposer à la fois à cette dislocation qui met le vivant au service des projets utilitaristes. Hein. C'est plus ou moins compréhensible. Ça. Alors justement, enfin, moi, je trouve qu'il y a une ambiguïté, mais au fond, c'est ce qui pose la question de l'engagement, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau général, c'est-à-dire au fond, vous dites qu'il faut retrouver un certain ancrage, vous utilisez beaucoup Deleuze. Or, Deleuze, il pense justement à une déterritorialisation permanente. Et au fond, la question de l'engagement, c'est comment on se reterritorialise, pardon, c'est dur à dire, et où. Et c'est dans quel... donc retrouver la personne comme nœud de relation, mais finalement, est-ce que c'est vraiment possible, justement, dans le cadre de la digitalisation et tout? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, au fond, retrouver cette espèce d'ancrage presque tribal, au fond, celui que décrivent certains anthropologues, etc. Mais est-ce qu'on peut vraiment transposer ça dans, justement, un monde très globalisé, etc. Et donc, comment on fait le lien, au fond, avec... Oui, sans doute retrouver un rythme qui soit le nôtre, prendre le temps de la vie, etc. Et en même temps, ne pas faire abstraction de la machine, du temps global, etc. Et donc, comment s'engager, au fond, enfin, revenir sur la question de l'engagement. Non, c'est absolument impossible c'est pour ça que je sais qu'il ne faut pas regarder le futur avec un rétroviseur. C'est absolument impossible de penser à une reterritorialisation en termes des personnes, parce que bon, voilà, mon travail en tant que chercheur, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire j'ai étudié concrètement l'hybridation déjà faite, qui n'est pas simplement physiologique, elle est même anatomique, tu vois, au niveau du cerveau, que je travaille, tu vois. Après, les biologistes qui travaillent pour les plantes, te diront, bon, enfin. Alors donc, si reterritorialisation il y a, sera en incluant cette hybridation. Alors, les rythmes dont je parle ne sont pas les rythmes de l'homme, des cavernes, de l'homme, de je sais pas quoi, de la tribu. Non, nous constatons que tout fonctionnement organique, et en prenant la culture aussi comme un fonctionnement organique, n'est-ce pas, a ses propres temps, sa temporalité, ses circuits, etc., qui ne coïncident pas avec les temps accélérables de la machine. Tu vois? Donc, il ne s'agit dans aucun cas de trouver les rythmes traditionnels. Même, c'est très dangereux parce que face à ces mondes de l'hybridation, on voit bien quand même que les gens balisent, alors ils adhèrent à des dieux, à des fanatismes. Chez nous, en Amérique latine, c'est très sympa, tu vois, mais c'est pareil. Tu vois, les gens, ils parlent tous de la Pachamama, non, de la mère terre, je vois quoi. Mais effectivement, le problème c'est que la Pachamama c'est la mère terre, non? Le problème c'est que la Pachamama, la pratique de la Pachamama, de parler de la Pachamama, ne fait pas le poids face à un monde déjà hybridé. Nous devons trouver les rythmes propres, les rythmes organiques d'un monde hybridé. Si nous cherchons les rythmes d'une tribu qui respecte Allah ou Jéhovah ou qui respecte la Pachamama, si nous trouvons ces rythmes-là, non, comme résistance à la dislocation de la vie, on a perdu. Nous, ce que nous devons trouver, c'est des rythmes qui correspondent à un monde hybridé. Alors, moi, quand je disais, effectivement, il faut se branler, je ne sais rien, bon, c'est des conseils des psychiatres. Non, concrètement, moi, je suis effrayé de voir comment on ne laisse pas vivre la jeunesse aux jeunes. N'est-ce pas? Dans une société dans laquelle on fait l'apologie de la jeunesse, etc., tous les vieux cons veulent être jeunes, je ne sais pas quoi. Les seuls qui n'ont pas le droit d'être jeunes, c'est vous, les jeunes. Parce qu'à vous, on vous dit, pense à l'avenir, pense à ta retraite, pense à ton boulot, pense... Et moi, par exemple, je donnais des cours en médecine jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les gens allaient au concours en pensant dans quelle spécialité tu gagnes plus de sous. Tu vois, c'est-à-dire, merde, tu te dis... D'accord, si toi tu as pour malchance, tu dois travailler d'ouvrier à la chaîne, d'accord, tu essaies de voir
où tu gagnes un peu plus de sous, parce que tu es emmerdé. Mais si tu as la chance de pouvoir être tout vivre, tu vas faire des études supérieures, et que ton seul étoile polaire, c'est où tu vas gagner plus de sous, tu vois, c'est une horreur. Tu vois. Alors, donc, moi, ce que je dis, c'est, voilà, il faut quand même, là, qu'on arrête de terroriser les jeunes avec le fait de dire, vous n'avez pas le temps. Est-ce qu'il faut se dire, ben voilà, vous avez le temps, vous devez prendre le temps, et nous, les adultes, ce qu'on a à faire, c'est vous aider dans ça, quoi. Vous aider à que vous puissiez prendre votre temps, vous voyez, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'intellectuel, peu importe, vous voyez. C'est-à-dire que vous permettre de savoir que vous ne pouvez pas perdre le temps, parce que perdre le temps, ça n'existe pas. Il existe prendre son temps. Alors, c'est prendre son temps, il faut encore, c'est pas au nom d'une tradition passée, mystique, je sais pas quoi. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est prendre son temps, mais vraiment aucune idée qu'est-ce que c'est prendre son temps pour un jeune d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, prendre son temps, ça signifie, dans le bon sens, disons pour moi, ce qui serait pour moi souhaitable, qu'il apprenne, qu'il laisse le temps d'émerger ses affinités électives, son rapport au monde, son rapport avec son corps, là-dedans, qu'il utilise des machines très performantes pour son projet, n'est-ce pas, sans être aliéné dans les projets de la machine, n'est-ce pas? Donc prendre le temps pour un jeune de 20 ans d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que pour moi est prendre mon temps. N'est-ce pas? Et alors, quel est le rôle des adultes qui ne les remplissent pas du tout? Ben, vous foutre la paix, quoi. Vous foutre la paix, parce que les adultes, ils sont des vieux, mais ils ne sont pas des anciens, vous voyez. C'est une société sans anciens, c'est-à-dire les adultes, ils sont tous en train de vouloir jouer aux jeunes avec des petites machines digitales. Pépé, il est magnifique parce que Pépé, il est un con qui passe son temps devant Internet. Mais comment? Mais Pépé, il a vieilli pour rien, parce que Pépé, il n'a rien d'autre à faire qu'être devant Internet. Vous voyez, il n'y a rien de plus complexe, vous comprenez? Donc, les vieux, ils sont paniqués et vidés, et ils paniquent les jeunes, quoi. Ils paniquent les jeunes, ils ne les foutent pas la paix. Oui. Et alors là, ils sont en train de vous construire un monde qui est une horreur, quoi. C'est un monde dans lequel on vous demande de renoncer à votre vie pour survivre. Alors vous êtes universitaire, donc on vous dit, allez, en plus, vous allez toucher une partie, vous allez être complice du système, mais ne faites pas chier. Bon, il faut refuser à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire, il faut vraiment refuser. Alors l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que, effectivement, si par malheur, tu dois travailler pour survivre dans X compagnie, je ne sais pas quoi, bah, au moins ne fais pas du zèle, quoi. Au moins revenir un peu à une éthique des tirs au flanc, faire défonctionner la machine, n'est-ce pas? Au moins ne pas être un esclave heureux, voyez? Au moins ne pas être un esclave heureux. Alors voilà, c'est ça un peu la question, non? Il y a le philosophe slovène Slavoj Žižek qui disait que c'était plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Vous pouvez parler plus fort, on n'entend pas. D'accord. Donc il disait que c'était plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Il prenait par exemple les séries américaines, par exemple Walking Dead, où il y a des zombies et tout. Et aujourd'hui, on sait que le réchauffement climatique essaie de détruire la vie sur Terre. Mais finalement, ceux qui essayent de créer autre chose, un monde alternatif, ils sont vus comme des idéalistes finalement. Alors, ça c'est pour une inversion. On nomme concret ce qui est immédiat et abstrait ce qui est vraiment important. Non? Bon. Enfin, par rapport à cette phrase-là, moi je crois quand même que Sullivan, en question, il fait des belles phrases. Il fait des très belles phrases, d'accord. Mais il s'agit quand même de s'engager d'une façon plus simple, plus humble. Non? Et la vérité, c'est que c'est une tentation des mecs de mon âge, tu vois, qui écrivent des bouquins, tu vois, tu fais des belles phrases, c'est mignon, tu vois. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus responsable. Je crois quand même que par rapport au désastre
écologiques, par rapport aux désastres économiques, par rapport au fait qu'effectivement, on va vers une société post-démocratique, dans un certain sens, auquel la macroéconomie, avec les machines, vont gouverner le monde, un monde parti. Par rapport à ces macro, la seule possibilité de vivre et de construire quelque chose que peut-être pourra faire le poids contre ça, c'est de mettre la globalité entre parenthèses. Tu vois? C'est-à-dire que pour agir, il faut filtrer l'information et il faut filtrer les images catastrophiques. Tu vois? Alors, moi, je vous donne un exemple d'ancien combattant. Nous, on était là dans des camps, on tuait, vous savez, les disparus en Argentine, peut-être vous en avez entendu parler, on les torturait. Bon, bref, tu te levais les matins et ta vie ne valait pas très bête. C'est-à-dire qu'on pouvait te torturer, te tuer, tu ne savais pas si tu arrivé le soir. Pendant des années et des années. À un moment donné, une partie parmi nous, on a dit, écoutez, les copains, là, interdit de penser à ce qui se passe. Il faut penser à ce qu'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit faire, c'était, vous imaginez, avec les meilleurs intellectuels, les meilleurs artistes, en tôle, il y avait un niveau, les ouvriers. Hein. Alors, c'était une sorte d'université populaire. Alors, on étudiait, on pensait à des problèmes philosophiques, à des problèmes pratiques, comme il y avait pas mal de tout vivre, alors, comme on fait la gym cachée par cet interdit, voilà. Donc, on faisait ce qu'il fallait faire pour sauvegarder nos forces hein, et pour augmenter notre puissance avec des savoirs, avec des trucs. Et qu'on pouvait nous tuer ce soir même, ça, on ne le pensait pas. Ça, on les disait, ça, tu ne vas pas me mettre ça dans la tête. Vous comprenez? Ça, on les disait, non. Ça, je ne vais pas penser que peut-être je n'arrive pas ce soir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en tôle les militaires, on a refait la démocratie. Tu vois? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on était capable de ne pas mettre au centre de notre préoccupation, de notre souci, la menace. On a pensé au possible. Il y a un homme libre, comme dirait Spinoza, ne pense à rien moins qu'à la mort. Alors, nous, on a fait ça. Et je pense que ce qu'il faut faire, tu vois, je pense que ce qu'il faut faire, c'est les menaces catastrophiques. Là, il faut savoir qu'effectivement, c'est très, très vrai. Mais ce qui importe, c'est comment on développe des pratiques concrètes qui développent la puissance, qui expérimentent de façon empirique des nouveaux possibles. Hein. Et on n'est pas Dieu, on n'est pas, heureusement, ni Lénine ni Staline. Donc, les grandes stratégies, ça, c'est pas de la pensée. Ça, c'est de l'imaginaire en puissance. Donc, il faut développer des pratiques, quoi. Développer des pratiques et vraiment, vraiment, lutter contre la peur est fondamental. C'est-à-dire, je vous dis, c'est comme ça. C'est-à-dire, ah bon, le monde peut disparaître plutôt que le capitalisme. D'accord, mais moi, je développe des pratiques non capitalistes. Ah, mais si c'est que tu as dit que le monde va être détruit, peut-être. C'est l'éthique de notre époque, quoi. Tu vois? Résister en créant des nouveaux possibles, les plus foisonnants possibles et contradictoires. Et si ça sort mal, ben ça sortira mal. Si ça sort mal, ça sortira mal. Tu vois, c'est pas... Peut-être par rapport à l'emploi, dans quelque chose de beaucoup moindre que ce que les Argentins ont subi, mais là on a quand même, au sein de l'entreprise, il y a quelque chose qui est, elle dit Coco, si tu fais pas ça, tu vires, je te licencie. Il y a un énorme chantage en emploi qui aujourd'hui permet, déjà même avant la loi El Khomri, d'avoir des négociations internes à l'entreprise et des contrats de travail qui viennent à être réévalués défavorablement aux salariés. Et du coup, est-ce que
le mot d'ordre aussi un peu qui pourrait être circulé, c'est mais licencie-moi si tu veux, vas-y. Oui, mais ça, on ne peut pas le faire seul. Il ne faut pas être un martyr. Il ne faut pas être un martyr. Effectivement. Est-ce que du coup, une des solutions, ce serait aussi de se mobiliser pour avoir une revalorisation des allocations chômage, ou même l'idée qui émerge aussi, qui commence à émerger d'un salaire à vie, qui permet justement une sécurité. Si, je pense que d'un point de vue plus classique politique, il faut se battre d'abord pour sauvegarder tous les acquis du passé. Deuxièmement, effectivement, un salaire à vie, très bien, un salaire, une distribution. Voilà, non, il y a quand même aussi l'idée très forte qu'il faut quand même démolir du mérite. C'est-à-dire, la vérité, c'est que personne ne mérite ce qu'il a. Hein? Vous comprenez? L'idée, c'est si je mérite ce que j'ai, le petit Africain qui est en train de mourir en ces moments de faim, il mérite ce qu'il a. Alors non, personne ne mérite. Voyez? Et même si j'ai la force d'étudier, de travailler, cette force-là, je ne la mérite pas. Voyez? Alors donc, d'abord, il faut quand même démolir cette idée du mérite, cette idée de winner et loser. Non? C'est-à-dire, ce n'est pas vrai, la société, il n'y a pas de fort ou de faible, il y a de la fragilité articulée. Alors, de ce point de vue-là, il y a une lutte plus classiquement politique qu'il ne faut pas abandonner, qui est pour des salaires à vie, contre le mérite, non? Parce que quelqu'un qui a une puissance comme ça, des loups, voilà, il a une puissance de loup. C'est même un problème pour lui, le pauvre gars, parce qu'il faut quand même qu'il ne soit pas trop salaud. Voyez? Et quelqu'un qui a une petite puissance, et bien voilà, c'est comme ça. Vous comprenez, la question c'est comment je m'articule avec l'autre, comment je vis, n'est-ce pas? Donc il faut lutter contre l'idée du mérite. Il faut lutter contre l'idée du mérite. Et après, effectivement, moi je ne vois pas d'autre solution que celle qui s'expérimente dans certains endroits, en Amérique latine, en Italie, ou certains lieux s'expérimentent ça, qui sont des solidarités actives qui changent la vie, et qui ne sont simplement une assurance vie, n'est-ce pas, mais qui changent la vie dans le sens auquel, si quelqu'un du groupe, du collectif, s'est fait virer, il y a d'autres modes de distribution, d'autres modes de possession, d'autres modes de consommation, n'est-ce pas, qui parce qu'ils sont en solidarité, montrent que te faire licencier, ce n'est pas la mort. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut les deux. Il ne faut pas céder à la peur, mais il ne faut pas devenir un martyr. Il ne faut pas devenir un martyr parce qu'à chaque fois qu'on devient un martyr, la société adore le Christ. Parce qu'elle dit, voyez, il était hyper correct. Ah, il était très bien, mais regarde comment il a fini. Donc, on dit, bon. Alors, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort de développer nos vies comme des vies collectives, de solidarité, vous voyez, pas juste pour parer au pire les jours où ça arrive, mais parce que ce sont des vies plus riches, vous voyez, parce que ce sont des vies plus riches. Et alors, si on est capable de développer des vies en solidarité, des vies dans des liens, effectivement, les coûts que le système peut nous donner seront moins durs. Il faut éviter de se trouver tout seul devant son écran en train d'être informé dès qu'on est licencié, qu'on va avoir un cancer. Il n'y a aucune possibilité de résister si nous ne tentons pas dans la pratique de développer d'autres modes de vie. Plus désirables, pardon. Non, ce qui est difficile, on voit, moi je le vois particulièrement dans le cadre de la mobilisation là, c'est vraiment de redonner ce dont vous parliez tout à l'heure, ce désir aux gens pour les amener vers des expériences neuves ou auxquelles ils n'auraient pas pensé. Parce que des modes d'action plus collectifs, comme on peut en élaborer, ou de discussion. Et parce que les sociétés dans lesquelles nous vivons nous amènent à un fonctionnement qui est s'enfermer dans un individualisme un peu forcené, et notamment la cage scolaire est très forte, on l'a remarqué. Mais du coup, je me demande comment on peut amener les gens à retrouver une forme de désir pour autre chose sans forme de promesse. Écoute, moi je crois quand même qu'il ne faut pas amener les gens nulle part. Je crois que ce qu'il faut, c'est développer
parmi des groupes de gens qui désirent des expériences alternatives, développer des pratiques qui, elles, deviennent plus désirables que l'individualisme. Tu vois? Parce que vouloir amener les gens, c'est les vieux chemins. Tu vois? C'est-à-dire prendre quelqu'un et vouloir lui montrer le chemin. Je pense qu'il ne faut pas montrer le chemin à personne. Tu vois? Ce qu'il faut, c'est tu développes des pratiques qui, elles, sont ou pas plus désirables. Tu comprends? C'est-à-dire, nous, sincèrement, tu vois, moi je vois ce qui se passe en Argentine avec la myriade de collectifs, des expériences, des trucs comme ça. Bah, ce qui se passe, c'est que les jeunes ne viennent pas là parce que quelqu'un va les chercher. Tu vois? C'est-à-dire, il n'y a pas un seul collectif, pas une seule coopérative, pas une seule expérience alternative qui fait du racolage, tu vois, ou de la propagande. Non. Ils développent des vies différentes, tu vois. Et c'est ça qui devient désirable, tu vois. Donc, il faut créer des imaginaires et des pratiques plus désirables que la merdouille isolée. Mais je pense qu'il faut laisser tomber l'idée d'amener les gens. Ça me paraît très juste. On voit, ce qui a été le plus porteur dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est quand on s'est laissé porter par les choses qui émergeaient de manière un peu spontanée, d'un élan collectif. Ouais. C'est vrai que du coup, c'était beaucoup plus fort. Et le problème, c'est que ce n'est pas à des moments comme aujourd'hui qu'on crée ça. Il faut les créer en amont, n'est-ce pas? Il faut que ces pratiques-là existent. Moi, je crois qu'il y a un passage entre la indignation, moi ça me semble un peu drôle, parce que ça me semble un peu un sentiment démocratico-bourgeois d'être indigné, comme si le monde devait être autre. Alors bon, et il faut passer de l'horreur, de la peur, de l'indignation, je sais pas quoi, à des pratiques joyeuses, quoi, à des pratiques, tu dis ça te plaît pas, alors il faut qu'on invente autre chose. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut passer de ça me plaît pas à bon mais alors. Ah. Moi, tout ce que je sais, parce que moi je ne fais pas des racolages ni actifs ni passifs, bien que maintenant c'est les clients qui sont punis. Et alors, effectivement, moi, ce que je sais, c'est qu'il existe aujourd'hui, hors radar des caméras et des journalistes, il existe un tas de jeunes et de gens, tu vois, qui essayent des trucs, qui essayent des modes de vie un peu différents, des consommations un peu différentes, tu vois. Voilà. Moi, je crois que c'est ça. La seule chose, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire, chacun dans sa vie essaye des trucs qui soient un peu plus joyeux, un peu moins minables que ce que le système propose. Mais il ne faut pas racoler, quoi. Il ne faut pas apporter la bonne parole, il ne faut pas convaincre, tu vois. Convaincre, ça ne sert à rien. Parce que le problème, c'est que l'alternative, c'est le corps, c'est pas la terrasse, tu vois. Quand tu arrives à convaincre quelqu'un, c'est les cathos qui vont les dimanches à la messe, le matin, ils disent qu'il faut s'aimer, et après ils restent 6 jours et demi pour massacrer tout le monde, n'est-ce pas? En tout cas, vu par l'étranger, cette loi, vraiment, il faut se battre, hein, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu ce qui s'est passé en Italie il y a 2 ans, plus ou moins, où on a approuvé une loi tout à fait pareil. Vous êtes en train de nous suivre, et ce n'est pas la bonne démarche. Je veux dire, parce que c'est vraiment la gauche qui travaille pour le projet néolibéral. Et après 2 ans, ce qu'on voit très, très, très clairement, et que c'est surtout les jeunes qui ont le plus à perdre dans cette réforme du boulot, du travail, parce que ce qui se passe vraiment est qu'on leur promet d'accéder plus facilement au travail, mais d'une forme tout à fait aléatoire, où tout est place, comme tu disais, dans une manière d'esclave, non? Parce que tu es vraiment toujours
sous menace. Et donc, c'est ça qui se passe. Et on a déjà des données très, très claires, très évidentes. Si vous voulez, je peux vous aider à les trouver. Mais la loi italienne qu'on a fait et qui est vraiment, il me semble, inspirée de proche la loi française, c'est ça qui a provoqué. C'est-à-dire qu'il y a la menace, mais il y a aussi la forme actuelle de l'esclave, qui est un esclave qui s'est diverti. Diverti dans le sens de Pascal, non, mais qui s'amuse, quoi. Non, c'est cool. Vous voyez, c'est l'esclave qui, voilà, il trouve un grand divertissement. Vous savez que quand même c'est une image positive. Les couillons qui, jusqu'à minuit, est avec son ordinateur en train de travailler, qui est rempli de travail, n'est-ce pas? Si les voisins, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait ce soir? Je suis jusque-là de travail, et pendant les vacances je travaille, et je mets 3 portables, et les cacophones, et je sais pas quoi, encore une réunion. Voilà. L'autre il dit, qu'est-ce que tu as fait? Écoute, j'ai joué la guitare, mais tu joues mal la guitare. Ben ouais, tu vois, j'ai joué la guitare. Effectivement, il n'y a pas de photo, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en 2-2, il est vraiment sexy, n'est-ce pas? Bon, ouf. Pas seulement ils se font couillonner, ils sont esclaves, ils travaillent pour détruire la planète, mais en plus, ils sont heureux. Ils sont heureux. Bon, il faut essayer. Il faut essayer de ne pas être heureux comme ça, quoi. Il faut essayer de pas de jouer un peu la guitare, quoi. Un peu jouer la guitare, quoi. Moi, je vous assure, même en tant que clinicien, quand je suis consulté comme ça, parce qu'inévitablement, c'est une réalité actuelle, tous les jeunes comme ça qui sont un peu dissociés, vous voyez, c'est-à-dire que petit boulot, petites études, et les parents ils financent pour avoir des aides, je sais pas quoi. Alors ils vivent, mais voilà, l'agenda est rempli de faire un mail, et le lendemain faire le mail, n'est-ce pas? Il n'arrive pas à faire le mail, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est Oblomov, je ne sais pas si vous connaissez ce roman Oblomov, voilà, il arrive à faire quoi. Eh bien, la pire chose à faire, et que tous mes collègues essayent de faire, bien entendu, collègues psy, c'est de mettre ce jeune-là au travail. Parce qu'effectivement, quand tu as travaillé toute la journée dans une entreprise de merde, en train de faire n'importe quelle connerie, au moins tu te sens mieux le soir. Eh bien, la vérité c'est que c'est pas souhaitable d'être dans une impuissance comme ça, mais la sortie de l'impuissance doit être une sortie dans laquelle toi, tu t'es lié au monde, à la vie, à l'époque, à tes affinités, et tu fais une vraie vie, quoi. Bon, écoutez, moi, il faut que je m'en aille, mais ce que vraiment je vous invite, soit si vous voulez venir au séminaire que j'ai fait avec d'autres gens, voilà, qui sont... pour venir au séminaire, le problème c'est que comme vous n'êtes pas très nombreux, si vous me donnez vos mails, je vous promets que je vous envoie l'invitation ce mercredi prochain. La prochaine date. On peut faire le contraire. Ils peuvent aller sur notre site, rencontres et débats autrement, tous les détails sont là. Ah d'accord, bon voilà, si vous notez. Rencontres et débats autrement. Voilà. Et là, il y a les détails déjà en marche, c'est annoncé, 13 avril. Tout ce qu'on a parlé ici, alors c'est un séminaire que j'ai réussi à faire avec, c'est la fac de Créteil, dans un de ce master, je ne sais pas quoi, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'ils font le master. Et donc j'ai profité pour ouvrir le séminaire à des artistes, des cinéastes, des juristes, voilà, des médecins, des éducateurs, un peu de tout, des chômeurs qui ne font rien, pour faire un séminaire dans lequel la question c'est comprendre un peu l'époque, et après le deuxième volet c'est quelles pratiques sont possibles. Voilà, alors la prochaine séance c'est mercredi prochain, à 20h15, c'est à Montreuil. Et sinon, je vous invite à la présentation du bouquin, c'est à la Maison de l'Amérique latine, c'est là à côté, le 13 mai à 21h. Alors le bouquin s'appelle « Les cerveaux augmentés, l'homme diminué ». Je crois que c'est un peu la conclusion. Voilà. Et la présentation du bouquin à 21h. Et je vous souhaite, en tant que jeune, de devenir raisonnable, c'est se faire couillonner, de ne jamais devenir raisonnable de votre vie. Jamais. Parce que je vous assure que la meilleure chose qui peut arriver en vieillissant,
c'est d'avoir été fidèle avec ce qu'on a désiré en tant que jeune. Voilà. Sur ces paroles, je vous laisse. Merci.